L'importance d'avoir une agence pour vous permettre de vous distinguer et de répondre vraiment, de coller aux spécificités d'une marque avec le témoignage de François Vogel, CDO de SNCF Voyageurs et d'Emmanuel Ayambe, Head of Growth and Strategy chez MediaMonks. Je les invite à me rejoindre. Bonjour messieurs, installez-vous. Donc là, on va encore une fois parler de création de contenu. François, l'idée, donc la SNCF utilise l'IA, j'imagine, de plein de manières différentes. On aura peut-être l'occasion aussi d'en reparler, mais vous aviez un brief très spécifique à adresser à MediaMonks à l'occasion de votre collaboration. Je vous laisse peut-être nous expliquer quelle était la problématique de SNCF Voyageurs, et ensuite on demandera à Emmanuel de détailler la réponse de MediaMonks. La problématique, c'est que SNCF Voyageurs, c'est une nouvelle entreprise, en fait, qui a 3 ans maintenant, et la problématique était assez pragmatique. Il fallait créer un site. Dans un site, il faut des images. Et on a 3 mois pour remplir un site avec des centaines de pages, avec des images qui n'existent pas, et des images qui doivent montrer des voyageurs, qui sont généralement des mannequins, en hiver, en été, en automne, un peu partout en France, à l'international, dans des gares. Alors, on a regardé si on pouvait décaler l'hiver, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution assez rapide. La première solution, c'était assez évident, c'est celle que vous utilisez déjà pour la plupart dans la salle, c'est des images de stock. Et en fait, même dans les images de stock, on ne trouvait pas forcément ce qu'on voulait. Et puis surtout, on avait envie d'avoir une petite spécificité pour montrer la variété de voyageurs, la variété de paysages, la variété de lieux. Spoiler alert, tout ce que vous voyez comme voyageurs, généralement en photo, ce ne sont pas des voyageurs. Si vous êtes abonné, par exemple, à la carte Liberté, TGV Inouï, c'est moi qui suis dessus. Je ne suis pas un vrai voyageur. Donc, en fait, on s'est tourné vers notre partenaire MediaMonks en lui disant, est-ce qu'il y a une possibilité de nous sortir 200 photos? Alors, il y avait un terme intéressant, je disais, est-ce qu'on peut produire 200 photos d'ici 6 semaines? Il m'a dit non, mais on peut les générer. Et je pense qu'il va vous expliquer comment on les a générés, du coup. En effet, on va revenir là-dessus, mais donc voilà, la problématique, c'était d'être suffisamment représentatif des 5 millions de voyageurs que vous avez quotidiennement dans vos trains. Bon, j'imagine que vous êtes quand même un voyageur, vous n'êtes pas un voyageur lambda, François, mais vous êtes aussi quand même utilisateur du service. Mais voilà, c'était de réussir à représenter cette diversité mieux que simplement une dizaine de comédiens réunis sur un casting dans un seul lieu. Là, vraiment, il fallait utiliser l'IA pour rendre compte de toute cette diversité. Emmanuel, quel a été du coup l'enjeu et la réponse de MediaMonks sur ce brief? L'enjeu, c'était d'abord de faire bosser des gens qui savent faire. En fait, j'ai entendu, et je suis content de l'effet, quelques rires en allant sur scène. Moi, je suis pas un prompt engineer et je ne sais pas prompter. J'étais sur le net, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une belle photo à partir de mon visage. Et ça se voit vraiment que la photo, elle est mal faite. Ça se voit vraiment que c'est de l'IA. Et donc, chez MediaMonks, on a la chance de bosser dans un monde digital comme on devrait bosser dans un monde digital. Ça veut dire il n'y a pas de frontières, on a un seul PNL, on peut aller chercher les meilleurs talents partout où ils sont. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher des prompt engineers, on a été chercher des DA, on a été chercher des stratégistes. On a fait une réunion avec François qui ressemblait à l'Eurovision, parce qu'il y avait des Grecs, des gens qui venaient de Barcelone, des Allemands, des Hollandais autour de la table. Et on n'a pas parlé d'IA à ce moment-là. En fait, on a parlé de son brief. On a parlé de c'est quoi la diversité. C'est quoi la diversité? Est-ce que c'est bien entendu des choses qui nous viennent immédiatement à l'esprit? C'est le genre, c'est l'origine ethnique. Mais est-ce que dans la diversité, c'est pas aussi l'opportunité ici de montrer des personnes qui sont sous-représentées? Par exemple, le vitiligo, des gens qui sont touchés par le vitiligo. Et là, quand on se dit ça aussi, on est confronté à la technique parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'IA ne comprend pas ce qu'est le vitiligo. Et donc, un premier brief qui est un brief classique, une première réunion qui est une réunion classique. Et ensuite, on rentre dans un processus de production qui ressemble en tout point à un processus de production traditionnel avec une PPM, avec la validation des plans, avec l'intégration des guidelines des SNCF Voyageurs dans ce qu'on avait à faire. Le plus intéressant ici, il me semble, c'est de se dire qu'on a entraîné un modèle
qui soit un modèle qui soit spécifique aux besoins des SNCF Voyageurs et qui a permis de générer, je crois qu'à la fin, il y avait plus de 1000 images, on en a sélectionné 200, mais surtout qui va permettre de continuer à en générer avec un prix marginal qui est décroissant, puisque le modèle existe aujourd'hui et il est à disposition des SNCF Voyageurs. Et quel était l'enjeu, justement, peut-être pour revenir sur aussi voilà, ces guidelines, enfin, quel était le cadre qui vous était donné par la SNCF? Il y avait cet enjeu d'inclusivité, finalement, de représenter un maximum de personnes, toute la diversité. Mais est-ce qu'on sait que les marques, parfois, peut-être ont la tentation d'aller un peu trop loin? Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez fait, justement, pour être au plus proche de ces 5 millions de voyageurs qui utilisent véritablement le train tous les jours? D'abord, SNCF nous a dit qui étaient ces voyageurs. Donc, on est capable on avait la data dessus. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des données publiques qui existent, en tout cas pour les voyageurs français, qui nous permettent de savoir quelle est la part de chacun des voyageurs. Mais l'enjeu, ce n'était pas tant celui d'une représentativité statistique, c'est celui de montrer la diversité de tous les types de personnes qui sont aujourd'hui les voyageurs des SNCF Voyageurs. Donc voilà, il n'y avait pas, par exemple, sur le Vitilgo, c'était pas une volonté de dire, enfin, il faut que ce soit une catégorie de personnes qui soit représentée au même titre que son importance dans la société, mais c'était simplement d'avoir aussi, de réussir à créer, à sortir, à générer donc une image montrant une personne souffrant de dépigmentation. Donc, et comment est-ce que vous avez fait donc l'IA? Vous lui avez appris, j'imagine, à reconnaître, en tout cas à générer ce type de format-là, d'image? Si on a appris à l'IA à le faire? Non, parce qu'en fait, l'IA, elle se base, on en a parlé tout à l'heure, elle se base sur le passé. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de données existantes aujourd'hui qui permettent de le générer. Donc, non, on s'est arrêté là. En revanche, il y a des questions autres qui se sont posées. Il y a des questions. Il se trouve que, et je ne dirais pas lesquelles, mais l'IA aussi représente par exemple mieux certaines ethnies que d'autres. Et ça, on a pu travailler dessus, notamment en post-production, qui est un moment, je pense, qui est clé dans la génération d'images. Il y a eu toute une phase de post-production où on s'en parlait avec François, par exemple, sur les profils. Toutes les images que vous voyez aujourd'hui de profil ont été toutes retravaillées, soigneusement retouchées, parce qu'en fait, les proportions des yeux aujourd'hui sont assez mal gérées. C'est pour ça que, je l'ai entendu tout à l'heure, il y a de l'humain au début, sur toute la réflexion, il y a de l'humain à la fin. Moi, j'aime bien, on a comparé la révolution de l'IA à plusieurs révolutions. Moi, ça me fait assez souvent penser à, un peu plus loin dans le temps, à la révolution agricole, avec la mécanisation. On se dit grand gain de productivité, grand rendement, on va mettre moins de personnes dans les champs, moins de personnes qui vont souffrir, etc. Donc c'est important sur le volet productivité. On a la chance aujourd'hui, avec le recul aussi, de pouvoir se poser une question à l'aune de cette révolution, c'est mais pourquoi faire? En fait, pourquoi faire? Ça nous pose la question de l'éthique, de se dire on va produire plus, mais il faut qu'on puisse continuer à produire mieux si on continue à faire le parallèle avec le monde agricole. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est quand on se pose la question de est-ce que ça va détruire des emplois, est-ce que ça va détruire des industries, etc. Cette révolution agricole, elle a ouvert le champ à de nouvelles manières de faire du business, elle a ouvert le champ aussi à une industrie agricole. Et la chance qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est on est au tout début de cette révolution. Nous, en tant qu'industrie publicitaire et de communication, de se poser la question de comment on ne fait pas de la communication intensive et comment on continue à être obsédé par la qualité de ce qu'on produit. Et je passe la parole à François dessus parce que c'était aussi le cadre dans lequel ces images ont été produites. Parce qu'on avait une charte, j'espère que vous l'avez vu depuis que ça défile, face et profil. C'est pas un hasard en fait. C'était aussi une des problématiques en cherchant dans des images de stock, d'avoir quelque chose qui correspondait à notre charte. Et après, le plus long chez nous, ça a été les réunions pour discuter de l'impact éthique, social. Et je vous passe. En fait, je pense que si vous voulez monter un petit business, vous montez une IA avec des prompts pour les juristes sur l'utilisation comme ça. C'est à mon avis un petit peu de. Quelle était la problématique avec les juristes? Eh bien, la problématique, c'est qu'en fait, il y a des juristes qui se sont retrouvés à dire mais alors, du coup, le copyright et la durée de validité des images, et en fait, on paye quel mannequin, mais le photographe, du coup. Et donc, le nombre d'échanges a été assez incroyable. Donc vraiment merci aux équipes juridiques. Aujourd'hui, vraiment, ça c'est super. Mais alors, le fait qu'on ait un cadre juridique d'utilisation d'images générées avec de l'IA pour les années à venir, c'est vraiment une grande tranquillité d'esprit pour nous. Parce qu'en fait, après, c'est aussi c'est un impact, c'est qu'il n'y a pas de fin en fait. J'ai même des problèmes avec mon brand center et ma médiathèque, c'est que je dois donner une fin d'utilisation et de renouvellement des droits auprès des comédiens, enfin des mannequins.
Ça, c'est des petites nouveautés quand même. L'impact éthique était hyper important aussi parce qu'en tant que grande entreprise française, on fait travailler beaucoup de photographes. Nous, on s'est donné une règle, c'est du plus et pas du à la place de. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, s'il y a un impact, c'est plutôt sur l'achat d'images de stock. J'espère qu'il n'y a personne de Getty dans la salle, je suis désolé. Mais c'est vraiment là où, en fait, on va plutôt prendre le budget. En revanche, parce qu'on se dit ça ne va pas forcément remplacer des emplois. Je crois que ça dépend de nous. Hein. C'est-à-dire que je pourrais remettre tout mon budget photo uniquement là-dessus. Et si, en fait, à ce moment-là, ça peut abîmer des emplois. C'est une responsabilité aussi de se dire, en fait, je dois mesurer où je prends mon budget et comment je l'utilise. Donc nous, en fait, on n'a absolument pas coupé dans nos budgets photos et on s'est donné des règles. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas de train, vous ne voyez pas d'agent. Et on s'est dit, les assets propriétaires, les agents, ce sont des vrais agents. Les trains, ce sont des vrais trains, on ne les génère pas. Là, on fait de la production photo classique. Donc les photographes sont préservés, peut-être pas les mannequins, mais en tout cas les budgets photographes le sont. Les mannequins, c'était de l'interne souvent, hein, je vous le dis, je vous l'avoue. L'intérêt aussi de cet outil, peut-être quelle place il va prendre à l'avenir. Donc il y a voilà, essayer de peut-être personnaliser au mieux les pages des sites, essayer de répondre à l'évolution de l'actualité aussi, avec les jeux par exemple qui arrivent, essayer de mettre un contexte plus sportif, plus festif. Enfin, ça va être ce type de cas d'usage qui vont être amenés à se développer sur le site à l'avenir. Oui, en fait, le cas d'usage, c'est d'être capable, pour les documentalistes, les gens qui gèrent des sites ou qui font de la production en social media, de gagner beaucoup de temps quand ils vont chercher dans la médiathèque. Aujourd'hui, en fait, je sais pas qui évoquait le fait qu'on a plein d'assets parfois qui ne sont pas utilisés. Parfois, en fait, il y a aussi des assets qu'on ne trouve pas, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait bien pouvoir illustrer un propos, parce que là, on est quand même sur de l'éditorial, c'est-à-dire qu'on a une créativité qui est beaucoup dans la précision. Mais on n'est pas dans un concept créatif. Et là, c'est du coup vos équipes qui vont pouvoir générer des images à la volée, à la demande? Non, pas encore, mais en revanche, on sait qu'on a ambitions. tous les cas d'usage possibles. On reste avec, avec nos amis de MediaMonks pour le générer. Et peut-être sur ce sujet, voilà aussi de l'IA. Bon, donc ça c'est un cas spécifique. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage? Voilà, comment est-ce que ces outils-là sont appelés à se développer, peut-être au sein de la SNCF? Je sais que vous avez d'autres cas d'usage aussi, notamment sur, je crois que ça s'appelle SNCF Groupe GPT, pour aller chercher de l'information beaucoup plus facilement. Voilà, il y a comme ça d'autres projets dont vous pouvez peut-être, vous voulez bien nous parler pour qui vont animer 2024. Oui, il y a des... Bon, je révélerai, en fait, comme tout le monde ici, on est en train de se poser la question de l'assistance à la relation client avec un support d'IA. Là, ce qui est évident, c'est que ça ne remplace aucun emploi. C'est-à-dire que ça facilite effectivement le quotidien. Aujourd'hui, on a jusqu'à 5000 sollicitations par jour, hors contexte de production compliqué. On parie sur l'IA pour vraiment qualifier les premières demandes et gagner énormément de temps dans le fait de pouvoir traiter les demandes par des humains ensuite beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire contextualiser votre problématique client. On va l'utiliser aussi sur des bots pour contextualiser la demande et en sortie pour vraiment aider à la verbalisation de la réponse. Donc, et après, je passe sur toutes les IA métiers purs dans la maintenance prédictive et tout. C'est là où on est sur du très très lourd en industriel. Et on voit voilà, dans les témoignages aussi d'autres entreprises, le gain de productivité, l'intérêt à le faire, notamment sur le service client. Je crois que c'est Klarna qui disait qu'ils économisaient 40 millions de dollars chaque année en ayant automatisé leur service client. Donc c'est pas négligeable. Et peut-être Emmanuel, de votre côté, donc chez MediaMonks, l'enjeu c'est là dans ce cas-là, vous l'avez pas dit, mais je crois qu'il y a 6 modèles différents qui ont été utilisés. Donc c'est comme ça d'aller chercher et de former des gens à orchestrer finalement des modèles pour qu'ils soient utilisés ensemble pour répondre à chaque fois au plus près des spécificités de chaque client. C'est ça le principal enjeu cette année? Oui, parce qu'il y a deux choses. Il n'y a aucun outil qui permet de répondre à toutes les demandes et les besoins des clients sont extrêmement différents et spécifiques. Donc ouais, on a une manière de réfléchir les process et d'assembler ces outils qui s'appelle Monks.Flow, qui est un workflow fait spécifiquement par les clients qui a été présenté au CES de Vegas. Mais au-delà des gains de productivité qu'on peut avoir, et là c'est plutôt, on se parle de l'IA comme exosquelette un peu digital, moi j'aimerais aussi insister sur le fait que ça permet de démultiplier la créativité. Alors, je ne sais pas si c'est une forme parfois d'ayahuasca avec laquelle on bosse quand on bosse avec l'IA, mais j'ai 2 cas moi qui me semblent intéressants ici. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Ouais. Jamais pu faire avant.
Lors de la dernière Champions League, on a réussi à faire discuter 44 000 personnes avec Alessandro Del Piero pendant le match. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans IA. Et comment on a fait? On a parlé avec Del Piero, on a transformé sa personnalité, ses réponses, son historique en IA. Et via WhatsApp, j'ai pu discuter avec Del Piero. Impossible avant. Impossible de penser cette idée avant. Comment on allait faire en sorte que 44 000 personnes parlent avec Del Piero? Si j'avais présenté ça à un annonceur, il m'aurait dit « Mais t'es fou, quoi. T'es malade. » Et là, ça s'est fait. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant aussi. Pas seulement la productivité, mais aussi la démultiplication des possibilités créatives. Bon, on invitera Alessandro Del Piero peut-être sur la deuxième édition à venir nous répondre aussi grâce à vous, on verra. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux pour votre Merci. participation.